Donc on est avec le bureau, Sébastien et l'équipe. Du coup, heureux de vous retrouver aujourd'hui. Donc on aura bien sûr quelques sujets qu'on souhaite aborder avec vous. Je crois que c'est Benoît qui va gérer un petit peu les questions et nous remonter les questions du coup qu'il peut y avoir au fur et à mesure de ce webinaire. Donc aujourd'hui, on va aborder plusieurs sujets, donc forcément les actualités politiques. Donc je laisserai la main à Julia, qui est particulièrement en charge de la partie politique à mes côtés avec Sébastien. On va évoquer, vous présenter le groupe de travail national sur la performance, donc sur l'objectif d'optimisation des aides au poste. On parlera également du retour du dernier baromètre et puis quelques informations complémentaires à vous fournir. Donc, si vous en êtes d'accord, on va enchaîner directement donc, avec les actualités politiques et notamment les prochaines rencontres que l'on a dans les prochaines semaines. Julia, je te laisse la main. Merci, bonjour à tous. Alors, on va faire ça en duo avec Sébastien. L'actualité politique, vous savez, pour la rentrée, là, elle est un petit peu perturbée. On va y revenir sur les slides suivantes. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on a quand même 3 rencontres sur le mois de septembre qui sont maintenues. Donc, une avec Benjamin Maurice, donc le nouveau de la DGEFP. Nous avons rendez-vous le 23. L'idée, c'est de... Alors, ce rendez-vous a été reporté déjà 2 fois, parce qu'on aurait dû le voir juste après notre congrès. C'est lui qui est intervenu en clôture de notre congrès à Paris au mois de juin. L'idée avec lui, c'est d'aborder les sujets qui nous préoccupent en ce moment. Donc, notamment l'utilisation des crédits, le pilotage et l'optimisation de l'enveloppe qui nous est allouée en lien avec le PLF, le sujet des EATT, puisque depuis déjà plusieurs mois, on va presque dire plusieurs années, on a des sujets en cours sur le ATT qui sont des sujets qui sont très importants pour la bonne continuation de ce dispositif. Donc voilà, il y a une grosse partie du rendez-vous qui va être axée sur ces sujets-là. On a aussi les sujets sur le Ségur qui sont toujours en cours et sur le calcul de l'écrêtement, notamment avec la prise en compte des personnes quand elles sont en arrêt. Donc ça, c'est pour le 23 septembre, donc Benjamin Maurice. Nous avons aussi rendez-vous ce même jour, en fin de journée, pour une audition avec Stéphane Viry, donc à l'Assemblée nationale. Donc Stéphane Viry est un député que l'on connaît bien, hein. Sébastien, je crois qu'on l'a rencontré à plusieurs reprises. L'objectif de cette rencontre, c'est d'évoquer avec lui le projet de loi territoire zéro chômeur de longue durée. Donc voir avec lui les articulations de ce projet de loi et voir les impacts que ça peut avoir en particulier sur les salariés en situation de handicap et pour l'emploi des salariés, des personnes en situation de handicap sur les territoires. Voilà. Et puis le 25, on a une audition donc, dans le cadre de la commission d'enquête sur les défaillances des politiques publiques de prise en charge de la santé mentale et du handicap. Donc, si j'ai bien compris, en fait, il n'y aura qu'une toute petite partie de cette commission d'enquête qui va nous concerner. Mais pour autant, on a été demandé à être auditionné. Donc, bien entendu, on va répondre positivement pour rappeler les enjeux, les priorités des politiques publiques sur la prise en charge du handicap et notamment vers l'emploi pour ceux qui nous concernent. Donc voilà sur les 3 rendez-vous à venir. Bien entendu, dès que le nouveau gouvernement sera nommé, nous allons envoyer des lettres de félicitations aux nouveaux ministres élus et se mettre directement en charge avec leur cabinet de manière à pouvoir obtenir des rendez-vous dans les plus brefs délais. Oui, puis peut-être un autre rendez-vous aussi où on attendait juste un petit peu sa prise de poste. Donc Caroline Decal qui est arrivée
qui est aujourd'hui déléguée générale de la GIFIP, donc que l'on connaît bien. Là, elle a pris son poste lundi, donc on attend là quelques jours pour la laisser prendre son poste et c'est également quelqu'un qu'on rencontrera au plus tôt en fonction de ses disponibilités. Voilà, pareil. Et pour celle qui l'a remplacée, du coup, chez France Travail, pareil, une fois qu'elle aura pris son poste, bien évidemment que nous allons solliciter une rencontre. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui, on est encore dans l'incertitude d'un nouveau contexte politique. Vous allez me dire, c'est plus nouveau, hein, puisque ça fait quand même déjà depuis l'année dernière que le contexte politique est très incertain. Ça entraîne en fait une inertie parlementaire, donc qui est due à l'attente d'un nouveau gouvernement. Donc aujourd'hui, il y a donc un gouvernement qui est démissionnaire et qui a donc des compétences limitées, qui se limite donc ce qu'on appelle à la gestion des affaires courantes. Donc un Premier ministre qui aujourd'hui essaye de faire la synthèse de toutes les rencontres et les remontées qu'il a afin de pouvoir élaborer son budget 2026. Dans les premières annonces que l'on peut vous partager, vous savez, c'est le cabinet Anténor, hein, qui nous suit sur la partie lobbying politique. Dans les premières annonces, on a nomination d'un gouvernement resserré, un grand acte de décentralisation complémentaire de la relance, de la déconcentration et du renforcement du rôle du préfet, et une simplification du millefeuille administratif, qui induit fusion et fermeture d'agences. Euh, voilà. Ça, ce sont les premières annonces qu'il a faites, sachant qu'aujourd'hui, il n'y a rien eu sur le thème, en tout cas, du handicap et de l'emploi des personnes en situation de handicap. Et il a pris sa priorité, ça va bien être de pouvoir voter un budget 2026, peut-être un peu plus consensuel que celui qu'avait présenté le ministre précédent, François Bayrou. Au niveau de l'activité parlementaire, leur activité est très contrainte en ce moment. Elle est réduite donc aux travaux législatifs urgents et aux travaux des commissions. L'impact sur les textes budgétaires, donc le projet de loi de finances doit être déposé avant le 15 octobre et le 3 novembre pour le PLFSS, donc le projet de loi de finances de la sécurité sociale, pour une promulgation avant le 31 décembre. Donc, c'est important d'avoir ces échéances en tête. Ça veut dire que on peut imaginer quand même que la nomination d'un nouveau gouvernement ne devrait pas prendre 3 mois comme la dernière fois, mais devrait bien être en place de manière à pouvoir présenter un projet de loi de finances avant le 15 octobre, puisqu'avec les délais légaux et réglementaires, c'est le 15 octobre maximum que le projet doit être déposé pour qu'il soit promulgué au 31 décembre. Et évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'on est aussi dans le spectre d'une nouvelle dissolution en cas de chute du gouvernement de notre nouveau Premier ministre, Monsieur Lecornu. Alors cet été, on a quand même eu des inquiétudes qui ont été formulées notamment de la part de la DGEFP directement envers nous. Donc le plan d'économie avec les coupes annoncées donc, de 44 milliards d'euros, un impact sur le budget travail, c'est-à-dire le budget qui nous concerne. On dit le BOP 102 et le BOP 103, c'est entre 5 et 10% du budget travail, donc entre 1 et 2 milliards d'euros. Donc voilà, mission 102, mission 103 qui sont touchées, autour de 2 milliards d'euros pour ces deux missions-là. Sachant que la DGEFP, elle gère 170 dispositifs entre ces deux missions-là. Donc c'est-à-dire, elle gère, elle, 21 milliards d'euros de budget pour ces dispositifs-là. Voilà, donc ce qui devrait quand même avoir des impacts que l'on espère le plus réduit possible. Les difficultés que l'on nous remonte à chaque fois, c'est bien des budgets qui sont sous-consommés depuis 3 ans, même si on sait très bien que la faute et la raison ne sont pas uniquement du fait des entreprises adaptées, mais bien d'un dysfonctionnement global
de la gestion et du pilotage de nos aides au poste entre les DETS, les DRETS, la DGFP et les entreprises adaptées. Donc, toutes les formes d'emploi pourraient être impactées, donc le socle, les tremplins, mais aussi les EATT. Par contre, ce qu'on peut relever comme élément très positif, c'est que le taux de consommation est en amélioration de 6 points à fin juillet 2024 par rapport à ce qu'il était à fin juillet 2020, pardon, ce qu'il est aujourd'hui à fin juillet 2025 par rapport à fin juillet 2024. Donc, c'est-à-dire que c'est 6% de consommation en amélioration. Donc, ça, c'est plutôt un point très positif. Et sur les difficultés que l'on rencontre, on va y venir plus tard. Il faut savoir qu'on a mis donc en place ces fameux groupes de travail sur la performance de manière à ne plus avoir des budgets sous-consommés d'année en année, parce qu'on sait très bien que ça ne va pas influencer un budget à la hausse en ce qui nous concerne. Donc voilà voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à ça. On prendra peut-être les questions en fin de séquence politique. Oui, je pense. Donc, au niveau du plan d'action 2026, on est en train de lancer une forte mobilisation. Donc, pour évidemment que nous, on puisse avoir un budget constant en ETP et en euros. Donc, d'ici à fin septembre, on va finir une note de position de l'UNEA que l'on va faire passer à l'ensemble des élus. Le 7 octobre, on va mobiliser donc l'ensemble des députés et sénateurs donc sur les risques de diminution des crédits alloués aux entreprises adaptées. Et donc, on va attendre évidemment, via les délégations territoriales de l'UNEA, une mobilisation territoriale d'ampleur en demandant donc à ces parlementaires-là un support très fort, que ce soit sur les élus de l'Assemblée nationale, mais aussi du Sénat, pour avoir un support très important sur les entreprises adaptées. Donc voilà, sachez qu'on est tous mobilisés sur ces nouveaux enjeux. On attend évidemment d'en savoir plus sur les lettres de cadrage qui vont faire le budget 2026. Bien évidemment, on vous tiendra au courant au fur et à mesure des avancées, mais sachez qu'on est vraiment très mobilisés sur ces sujets-là et qu'on ne va pas lâcher l'affaire, comme d'habitude. Merci, merci Julien. Je peux peut-être passer la main à Jean-Marc et à Benoît, parce que cette semaine a eu lieu le CNT. Donc forcément, ces sujets-là ont été abordés. Est-ce que vous voulez dire deux mots un petit peu justement sur le CNT, ce qui est remonté par rapport à l'évocation de ce plan d'action? Très bien. Donc, effectivement, nous avons eu un CNT mercredi qui a regroupé l'ensemble des délégués territoriaux de l'UNEA. L'objectif pour nous, c'est de reprendre vraiment les sujets d'actualité et de créer de la mobilisation sur les territoires. Donc, comme l'a dit Julia, on a lancé la démarche de mobilisation. Tous les DT vont solliciter les parlementaires de son territoire, soit directement, soit en partenariat avec une entreprise adaptée qui a déjà des bonnes relations et des bons contacts avec les politiques sur le territoire. Donc, tout ça va se décliner dans les jours qui viennent. Nous avons mis en place un kit de mobilisation avec des courriers à envoyer à nos politiques, des prises de rendez-vous, et bien sûr des retours qu'on doit leur faire, et également un plaidoyer qu'on va présenter lors de ces rendez-vous-là. Voilà, la mobilisation sur le PLF qui va avoir lieu dans les prochains temps. Merci Jean-Marc. Est-ce que Sébastien, est-ce qu'on a oublié quelque chose sur la partie politique? Non, juste avoir en tête, là, quand on présentait sur la slide d'avant les coupes budgétaires et ce qui est annoncé, donc c'est les coupes budgétaires qui est annoncé dans le cadre de la préparation budgétaire du gouvernement Bayrou. Là, on a un nouveau gouvernement qui arrive, on sent bien que ça va devoir lâcher plus ou moins sur certains points, donc les 44 milliards d'euros d'économies ne seront certainement pas les éléments sur lesquels on va s'arrêter.
Mais juste avoir en tête que dans la négociation avec l'Europe sur le redressement des finances publiques françaises, le gouvernement français s'est engagé à minima à avoir une économie annuelle de 25 milliards d'euros. Donc on ne descendra pas en dessous de 25 milliards d'euros d'économie budgétaire. Après, il y aura toute la répartition qui pourra être faite. Et par rapport aux chiffres qui nous avaient été annoncés cet été, entre les 5 et les 10% sur le budget de travail, l'impact, ce qu'il faut se mettre en position en tant que dirigeant d'entreprise adaptée, c'est aujourd'hui dans vos structures, si on vous baisse de 5 à 10% le montant des aides au poste que vous avez, et que vous percevez tous les ans, comment se situe votre structure? Est-ce qu'elle est en risque derrière? Donc, on a acté, et Jean-Marc pourra le dire, on a acté dans le cadre du CNT cette semaine, donc du Comité des territoires, que l'on aurait fait un sondage rapide sur 2 questions. Demain, si on a potentiellement une baisse de 5%, est-ce que vous restez quand même dans un exercice positif pour vos structures? Si on est dans 10%, est-ce que vous restez? Pour pouvoir donner des informations également au pouvoir public et au gouvernement sur l'impact qu'il pourrait avoir de durcir les règles et les subventions aux entreprises adaptées. Peut-être est-ce que s'il y a des questions sur la partie politique? Il y a juste une question, comment faire quand on est impacté par plusieurs arrêts maladie longs qui impactent la consommation, mais pas le besoin à moyen terme. Voilà, ce sont des éléments et des positionnements que l'on a partagés, notamment dans le cadre de la demande par rapport à la bourse au poste en fin de mois dernier. Lorsque la personne est en longue maladie, vous n'allez pas consommer ces postes-là. Donc, la DRETS ou l'ADETS va avoir tendance à revoir votre enveloppe à la baisse, mais vous devez absolument avoir un dialogue avec elle, une communication avec elle, en lui indiquant derrière que ces personnes en longue maladie risquent demain de reprendre leur activité et que derrière, si vous rendez ces postes-là, vous les rendez à la limite sur cet exercice 2025 parce que les personnes ne reprendront pas le travail. Mais si elles redémarrent leur activité en 2026, vous demandez à l'adresse de pouvoir vous assurer derrière, de pouvoir vous remettre à minima le niveau d'aide au poste que vous avez. Ça doit vraiment rentrer dans le dialogue que vous avez, dans la relation que vous avez au quotidien avec les services de l'État. Dès que vous avez entre guillemets, un élément exceptionnel qui arrive, ça peut être, on a malheureusement eu des collègues qui ont été victimes d'incendies dans leur production, dans leur outil de production, donc des arrêts de production, donc une forte baisse de sous-consommation. Là, c'est dans le dialogue continu avec les services de l'État par rapport à la situation, bien expliquer les phases de redémarrage et à quel moment vous allez avoir besoin à nouveau d'aide au poste. Ça ne peut être que dans ce dialogue-là que l'on peut améliorer la consommation et la prise en compte de vos particularités. Et ça fera partie des sujets dont on parlera à la suite sur le GT Performance, entre les remontées aussi des dettes et des DRETS par rapport justement à comment optimiser. Il y a toujours plusieurs questions. Il y a quelques nouvelles questions qui sont arrivées toujours sur les aides au poste. La première sur la question de l'éligibilité aux aides au poste des salariés de l'entreprise adaptée qui acquièrent leur reconnaissance travailleurs handicapés après leur embauche. Comment pourraient-ils être éligibles aux aides au poste? Et sur les questions de volume, on était à 9% de sous-consommation l'an dernier. Quelle est la trajectoire qui se dessine pour cette année? Et face à cette annonce de risque de baisse d'aide au poste, est-ce qu'on a déjà des éléments pour savoir si ça ne concernera que 2026 ou si c'est une tendance qui s'annonce sur une plus longue période? 3 questions. Tu répondre, Sébastien? Oui, sur les personnes en poste aujourd'hui, sur lesquelles vous avez des difficultés de maintien dans l'emploi, c'est dans la relation avec
avec le Cap Emploi notamment et la cellule maintien dans l'emploi, l'ex-cellule SAMET que vous devez mobiliser pour derrière pouvoir obtenir une fiche de proposition et de validation d'éligibilité aux aides en entreprise adaptée. C'est pas automatique, il faut pas le faire seul, il faut simplement faire une commission avec les acteurs du service public de l'emploi, être en capacité de montrer que le maintien dans l'emploi de la personne est mis en cause par rapport à l'évolution de la pathologie ou du handicap du collaborateur pour pouvoir demain avoir une éligibilité aux aides en entreprise adaptée. Donc ça, c'est possible, ça se pratique sur certains territoires, mais c'est pas, entre guillemets, une décision unilatérale de l'entreprise adaptée. Il faut que ça se fasse en partenariat avec les acteurs du service public de l'emploi. Sur la question de la sous-consommation, donc tout à l'heure on disait que la consommation, pas la sous-consommation, la consommation s'est améliorée de 6% par rapport à la même période en juillet 2024. C'est un bon signe, mais ça s'explique aussi mathématiquement par le fait qu'on n'ait pas eu de postes supplémentaires par rapport à l'année précédente. En taux de consommation à fin août, les chiffres qui nous ont été partagés par la DGEFP, c'est un taux de consommation qui est proche de 97% de l'enveloppe, alors qu'on était à 91% l'année dernière. Donc c'est quand même un niveau qui nous rapproche des 100%, donc qui nous rapproche de l'objectif que l'on s'est fixé, notamment dans le groupe de travail que Pamela va présenter après, sur le groupe de travail national sur la performance et l'utilisation des crédits de l'État. Et sur les prévisions, en ce qui concerne les économies, est-ce que ça va être sur un exercice ou sur plusieurs exercices? Là, c'est le contexte politique qui nous le dira. On a une telle instabilité politique aujourd'hui avec le gouvernement qu'on ne sait pas réellement ce que ça peut donner. Mais en tout cas, on a une obligation de redressement des finances publiques. On a des engagements qui ont été pris, je vous le disais tout à l'heure, par rapport à l'Union européenne de revenir le plus proche possible des 3% de déficit public. Donc des économies, il y aura des économies à faire. Après, le tout est de savoir quel arbitrage et comment on fait ces économies. Est-ce que l'on diminue de la dépense publique? Est-ce qu'on augmente de l'impôt? Ça, c'est tous les arbitrages politiques et c'est tous les discours que l'on peut attendre aujourd'hui. Nous, en tout cas, le message que l'on passera, hein, c'est dans un contexte économique qui redevient à nouveau tendu, avec un taux de chômage sur les publics fragilisés qui repart à la hausse, notamment le taux de chômage des personnes en situation de handicap repart à la hausse. Il faut continuer à soutenir nos structures qui sont une solution justement pour permettre à des personnes éloignées de l'emploi de ne pas rester sur le carreau. Donc c'est ce qui est vraiment important. Et sur les 97%, j'ai vu la question de Philippe, est-ce que c'est fiable ou pas fiable? C'est toujours la même chose, c'est les chiffres qui nous sont partagés. Nous, on n'est pas maître des chiffres, mais là, c'est réellement ce qui a été payé dans EA2. Donc, c'est les chiffres qui nous ont été partagés. Donc, payé dans EA2, normalement, on n'a pas de difficulté, en sachant qu'à fin août, on est sur les déclarations du mois de juillet. Et donc, on est sur la période où tous les salariés d'entreprise adaptée prennent leur congé, où on a souvent des montants payés de ce fait-là qui sont relativement importants, puisqu'on a les congés payés qui sont payés en aide au poste, et on a aussi parfois beaucoup de salariés en remplacement l'été pour pouvoir maintenir l'activité. Donc on est sur une période généralement haute en termes de consommation des crédits, en tout cas sur le mois de juillet. Il n'y a plus de questions actuellement, et puis il nous reste une grosse demi-heure. On passe au groupe de travail performance. Donc, lors d'une rencontre avec la DGEFP, donc c'était en tout cas sur le premier trimestre,
Et avec tous les rendez-vous qu'on a eus depuis 2 ans avec Julia et Sébastien, forcément le sujet de l'utilisation de notre budget est un sujet dont on parle à chaque fois. Mais c'est vrai qu'on n'arrive pas trop et puis c'est abordé depuis des années, on n'arrive pas trop à en sortir. Donc du coup, on a soumis lors de ce rendez-vous eh bien, un temps d'échange pour comprendre le fonctionnement, que tout le monde puisse présenter un petit peu le fonctionnement. Donc, l'objectif, c'est qu'on comprenne le fonctionnement et comment gèrent les entreprises adaptées les prévisions, l'utilisation effectivement des déclarations, que l'adresse utilise, enfin, l'adresse, comment elle fait pour se projeter, comment elle travaille, quels sont ses outils. Conjointement, normalement, ça a été préparé aussi avec les dettes. Et donc, il y a donc un questionnaire qui a été envoyé en amont pour que ce temps soit préparé. Et derrière, un temps de travail et un temps d'échange entre donc l'UNEA, l'ADRETS, enfin les DRETS et donc la DGEFP. Donc, il y a 3 régions qui ont été sélectionnées. Donc, la Nouvelle-Aquitaine, Grand Est et Centre-Val de Loire. Et donc, on est actuellement en train d'avoir effectivement ces rendez-vous. Donc, l'objectif étant vraiment de comprendre les fonctionnements, de voir potentiellement où ça pêche pour qu'au final, on puisse avoir un plan d'action et on l'espère, en tout cas c'est le but, trouver des solutions pour utiliser la totalité de notre budget. Donc c'est assez intéressant. On voit, mais on le sait tous, qu'il y a des fonctionnements différents. Donc voilà, c'est un moment important. On aura donc la restitution le 2 octobre. On est sur des échanges de 2 heures, 2 heures et demie. Et la DGEFP, Ouais, non, voilà. c'est juste que. Attendez. Ah. Dites-moi. Le lundi. Ouais. Donc, tu crois, Céline? Il y a 2 jours Il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro, mais ce n'est pas. pas grave. Donc voilà, donc effectivement, c'est des temps qui sont très importants pour remonter les fonctionnements. Et il y a aussi forcément ce qu'on disait un petit peu avec le lien sur le point d'avant. Bien sûr, la part des EA, comment se projeter les besoins. Donc voilà, tout ça, ce sont des temps qui sont des choses qui sont évoquées avec les DRETS et la DGEFP. Et donc, on est une côté UNEA, donc le bureau est présent et les délégués territoriaux de chaque région. Sébastien, est-ce que tu voulais apporter des compléments à ce groupe de travail? Juste en complément, il y a, tu l'as dit, Pamela, un des éléments qui est moteur et qui explique des modalités de fonctionnement différentes, c'est vraiment l'organisation territoriale de l'État sur les territoires. On voit que l'on a des territoires où le pilotage est géré, traité directement par la DRETS et piloté directement par la DRETS, où de ce fait-là, on arrive à avoir une réactivité beaucoup plus forte et beaucoup plus importante. Et on voit sur les autres territoires où les DETS ont parfois compris qu'ils avaient une délégation budgétaire pour pouvoir gérer les enveloppes, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ça nous a été rappelé pendant les réunions. Les DRETS ont simplement, entre guillemets, une délégation de répartition, mais pas une délégation budgétaire. Donc les DETS, les DRETS doivent avoir beaucoup plus de poids et beaucoup plus d'influence sur leurs collègues des départements pour pouvoir garantir la meilleure utilisation des crédits. Et un élément aussi qui est problématique, et on s'aperçoit que la dématérialisation des processus qui a été mis en place n'est pas en œuvre sur l'intégralité des départements, parce qu'on a encore sur l'intégralité des régions, parce qu'on a encore des régions où les éléments et où le préfet a demandé de la signature papier pour pouvoir notamment valider les CPOM ou valider les avenants financiers. Et donc là, vous avez un cycle de ce fait-là de prise de décision et de validation qui est allongé de pratiquement d'1 mois par rapport aux structures qui utilisent, par rapport aux régions qui utilisent la dématérialisation. Donc l'objectif de
de ce groupe de travail, c'est de montrer également tout ce qui est problématique et de proposer et d'inciter les autres territoires à utiliser tous les dispositifs qui ont été rendus possibles aujourd'hui pour faciliter le flux et l'utilisation plus rapide des crédits qui sont donnés aux entreprises adaptées. Jean-Marc. Oui, effectivement, en parallèle de ces groupes de travail qui concernent 3 territoires, le Grand Est, Nouvelle-Aquitaine et le Centre Val-de-Loire, les autres territoires sont déjà mobilisés. Donc, nous avons envoyé des courriers aux préfets de région pour vraiment être identifiés comme interlocuteurs forcément privilégiés en ce qui nous concerne. Et en deuxième phase, nous avons également ressollicité les préfets de région ou les DRETS pour leur expliquer que nous sommes mobilisés afin de consommer correctement les budgets de la circulaire FIE. Donc, il y a des résultats qui sont là. Des rencontres ont eu lieu soit avec les préfets de région, soit avec les DRETS. L'objectif pour nous, c'est d'avoir vraiment un dialogue ouvert et transparent sur le niveau de consommation et comment les budgets ont été répartis et comment les aides au poste sont partagées entre les EA du territoire. En sachant que la circulaire, avec le système de fongibilité, il n'y a pas d'aide au poste qui remonte au niveau national. Il faut absolument que tout se joue sur le territoire. Suite au groupe de travail, il y aura une note qui sera rédigée. Tous les territoires seront sollicités pour vérifier que cette note-là pourra bien s'appliquer dans nos territoires au regard de ce que chacun vit. Effectivement, les territoires sont vraiment différents. Il y a des modalités de fonctionnement différents. L'objectif, c'est vraiment d'harmoniser et de réussir à une meilleure consommation des aides de poste dans les années futures. Merci Jean-Marc. Est-ce que, Benoît, nous avons des questions sur cette partie-là? Non, pas de questions sur ces groupes de travail. Ah, si. L'un des axes d'action du gouvernement étant un renforcement de la décentralisation, avec effectivement le rôle du préfet qui vient d'être reprécisé. Nous allons bien insister sur l'harmonisation des pratiques dans les territoires. C'est un complément de Joseph. Merci Joseph. Donc bien sûr, on vous tiendra au courant de la suite de ce groupe de travail et on espère que ça produira les effets attendus. Avant de Vous passer voulez au ajouter, baromètre, Sébastien? Oui. ouais, je vais juste revenir sur un slide qui a mal été positionné, qui aurait dû être positionné dans la partie plus politique. C'est de par l'incertitude des votes, du vote d'un budget avant la fin 2024, il y a un enjeu qui est vraiment très très important, 2025, pardon. Il y a un enjeu qui est très très important et on a déjà alerté la DGEFP et on réinsistera la semaine prochaine auprès du DGEFP. C'est tous les CPOM qui arrivent en clôture au 31 décembre 2025. On a un risque, si le budget n'est pas voté au 31 décembre, d'avoir une rupture de paiement sur le début d'année suivante parce que l'État n'aura pas le droit de dupliquer l'avenant financier des entreprises adaptées qui avaient un CPOM qui se terminait au 31 décembre 2024. Donc c'est vraiment important que l'administration ait en tête cet élément-là. L'année dernière, on était dans ce cadre-là, on avait 120 entreprises adaptées qui étaient concernées par la non-duplication possible du premier avenant financier. Mais pour pratiquement l'intégralité de ces structures-là, on a réussi à signer le CPOM sur le mois de janvier. Donc, il n'y a pas eu de rupture, de paiement ou un mois de rupture de paiement. La DGEFP ayant réussi à faire passer les dossiers relativement importants. La problématique cette année, c'est qu'on a 480 entreprises adaptées ou ATT qui sont sur un renouvellement de CPOM, une fin de CPOM plutôt, au 31 décembre 2024. Donc une volumétrie qui est beaucoup plus importante. Et donc il y a la nécessité de bien rappeler ça au service de l'État en centrale, mais aussi en région, d'anticiper au maximum et d'être prêt si jamais on n'a pas de budget voté au 31 décembre, mais qu'il faille passer par une loi spéciale, comme l'année dernière, que dès que la loi spéciale soit promulguée,
on puisse engager directement les paiements pour les entreprises adaptées. Donc ça, c'est vraiment un point d'alerte, c'est quelque chose qu'on voulait partager aussi, afin que les DRETS s'anticipent au maximum et soient prêts pour derrière pouvoir signer les nouveaux CEPOM dès le 1er janvier 2025. 2026, pardon. Oui, effectivement, sujet très important. Merci Sébastien. Est-ce que là-dessus, il y a des questions? Est-ce qu'il y en a qui veulent réagir? Pas de réaction dans l'immédiat. De toute façon, s'il y a d'autres questions, on pourra y répondre à la suite. Sébastien, je te laisse la main sur la partie baromètre. Sur le baromètre, on a réalisé la deuxième version, le deuxième jet du baromètre que l'on avait lancé au printemps 2025 pour connaître l'état de situation, le moral global des troupes, comment fonctionnent les entreprises adaptées, est-ce qu'elles sont optimistes, pessimistes, est-ce que derrière il y a des problématiques majeures qui ressortent. Et donc, je tenais déjà à remercier les 215 entreprises adaptées qui ont participé et qui ont répondu au questionnaire. On est sur une volumétrie un tout petit peu plus importante que ce que l'on avait eu, au printemps. Donc, c'est toujours important de pouvoir avoir ces éléments-là. La donnée reste quelque chose de central dans la relation que l'on peut aujourd'hui avoir avec l'administration notamment et pour orienter les éléments. Et donc, je vais vous présenter donc 215 entreprises adaptées. Ça représente 12 500 salariés des EA qui sont concernés. Et on est vraiment multisectoriel en termes d'activité, puisqu'on a 60 codes APE qui sont concernés derrière. Une répartition qui est à peu près celle de la répartition générale des entreprises adaptées, avec pratiquement, dans les répondants, pratiquement 50% sous statut juridique, 36% sous statut associatif. Et on a 11% de répondants qui sont sous statut coopératif et 3 en établissement public. Donc, juste vous donner les grandes tendances sur la motivation et sur le moral des dirigeants d'entreprises adaptées. On a un moral qui s'est, par rapport à l'enquête précédente, légèrement amélioré, avec une note qui était une note sur 10 qui est exprimée par les dirigeants, qui est de 7 sur 10. Mais quand on regarde un petit peu plus en détail en fonction de la nature de la structure, on a des variations qui sont quand même relativement importantes, un petit peu plus basses dans le secteur associatif, puisqu'on a une note qui est plus proche de 6,9. Et par contre, sur les établissements sous statut juridique public, là, une note qui est beaucoup plus basse, avec une note inférieure à 6, on est à 5,83 en termes de motivation des dirigeants d'entreprises adaptées. Sur la charge mentale, on a 72% des dirigeants qui ressentent une charge mentale forte ou très forte. Une baisse par rapport à la précédente enquête où c'était plus important au mois de mars, on était à 81%. Et des écarts qui sont un peu différents, mais dans la même tendance que ce que l'on avait précédemment, c'est-à-dire que légèrement au-dessus pour les structures associatives, puisqu'on est à 79% de charge mentale importante, et 83% par contre pour les structures publiques. Donc là, on voit que sur ces structures-là, il y a un besoin de soutien particulier, de regard par rapport à l'organisation. Je rappelle que des EA publics aujourd'hui en France, il y en a 17 sous statut public sur l'intégralité du territoire. Sur les résultats, sur le moral et le bien-être du dirigeant, on a 65% des répondants qui déclarent disposer des ressources suffisantes, mais avec des difficultés ponctuelles. Donc c'est un petit peu mieux également que l'enquête précédente. Mais 28% déclarent une insuffisance de ressources, donc 5 qui se retrouvent en très très grande difficulté. Donc on voit quand même que si 2 tiers globalement s'en sortent pas mal, on a pratiquement un tiers des structures qui se retrouvent en difficulté avec des ressources qui sont parfois insuffisantes, voire très insuffisantes. Sur l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, 73% des dirigeants sont satisfaits de cet équilibre-là, sont très satisfaits à hauteur de 9%.
64% satisfaits de l'équilibre entre leur vie pro et leur vie personnelle. On constate une amélioration de cet équilibre par rapport à la précédente enquête. On a pratiquement 4 points de mieux par rapport à l'enquête précédente. Sur les questions économiques et financières des structures, on a 27% des dirigeants d'entreprises adaptées qui évaluent la santé financière de leur entreprise adaptée comme préoccupante ou critique. C'est un tout petit peu moins que ce que l'on avait la dernière fois, mais ça reste quand même un chiffre relativement élevé, hein, pratiquement on est pratiquement 1 sur 3 hein, des structures qui sont dans ce cadre-là. Et là aussi, quand on regarde en fonction de la nature ou de la forme juridique des répondants, on monte pratiquement jusqu'à 67% pour les EA publics. Donc, 2 EA publics sur 3 se retrouveraient en très grosse difficulté économique. Sur l'évolution de l'activité, la situation s'est un peu améliorée par rapport à la dernière fois où là, même si on a encore 40% qui connaissent une baisse de chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent, on était à 45% au mois de mars. Et une baisse pour les structures qui connaissent une baisse de plus de 10 points d'activité par rapport à l'année dernière, ça représente quand même 17% des entreprises adaptées qui ont répondu. Une question, par contre, là où on est sur une tendance inverse, où les répondants disent que c'est plus important, ils constatent cette charge des obligations administratives et réglementaires de manière plus importante que lors de la précédente enquête, puisqu'on atteint 78% des répondants. Alors, est-ce que c'est la phase parce que les entreprises adaptées sont en train de compléter leur CEPOM, répondre aux DREDS pour toutes les demandes qui sont faites pour réaliser leurs éléments? C'est peut-être comme on a une plus grosse volumétrie de A qui est en renouvellement en nouveau CEPOM cette année. C'est peut-être ce qui fait la différence aussi par rapport à la précédente enquête. Sur les principaux défis pour les entreprises adaptées, je vous ai mis les grands résultats là, où globalement les tendances n'ont pas fortement évolué sur le manque de commandes ou le manque de commandes, on est à peu près au même niveau que l'année dernière. Par contre, on se retrouve plus sur une expression plus importante de trésorerie tendue dans les entreprises adaptées et de difficultés d'accès au financement par rapport à l'enquête précédente. Donc ça, c'est le constat qu'on peut faire et qui est exprimé par les entreprises adaptées aujourd'hui. Est-ce que tu sais expliquer, Sébastien, ces différences entre EA public et associative? EA public, déjà, c'est le nombre de structures qui est important, un statut de fonctionnement d'établissement public qui est quand même très très différent du fonctionnement d'une entreprise, avec des charges et des modalités de fonctionnement qui sont très très différentes, donc qui explique aussi cela. Et pour les associations, non, mais rappelez-vous déjà du rapport de la Cour des comptes, quand la Cour des comptes avait fait son rapport sur l'entreprise adaptée, ils avaient déjà pointé sur le fait qu'on avait entre 25 et 30% d'entreprises adaptées qui étaient en difficulté économique ou qui n'arrivaient pas à un seuil de rentabilité suffisant et que c'était déjà plus important pour la structure associative. Donc ça, c'est un constat. On fait le constat. Maintenant, les raisons pour lesquelles on est dans cette situation-là, il faut aujourd'hui aller explorer, à regarder comment on peut aider aussi les associations à retrouver, en tout cas, une santé économique un peu plus importante. Mais on est dans des moyennes, hein. Il faut rester bien dans cet état d'esprit-là. On est dans des moyennes. On a des associations qui fonctionnent très très bien sans aucune difficulté. Mais dans le constat moyen, on se retrouve dans cette situation-là aujourd'hui. Merci. Sur le contexte social, ça s'est pas amélioré. Par contre, sur les difficultés de recrutement, on a toujours 73% des dirigeants qui rencontrent des difficultés de recrutement. Ça augmente. On était à 70 la dernière fois. Et pratiquement la moitié sur plusieurs postes, pas uniquement sur un poste. Donc
on voit hein, que ça se tend, ça continue à se tendre pour pouvoir attirer les candidats et pouvoir recruter les ressources dont les entreprises adaptées ont besoin. Les dirigeants, par contre, constatent un bon engagement de leurs collaborateurs. 66% des dirigeants constatent un bon engagement, voire un très bon engagement à hauteur de 11%. Sur les formations, ça s'est un peu amélioré sur les formations pour les personnes en situation de handicap, où les EA10 expriment le fait qu'elles trouvent relativement facilement, 72%, les formations qu'elles recherchent pour former leurs salariés en situation de handicap. Et sur les principales problématiques en termes de gestion de ressources humaines, il n'y a pas un gros changement, en tout cas dans les proportions, hormis sur le besoin de formation adaptée, où ça, a priori, beaucoup moins de difficultés se sont exprimées cette fois-ci. Par contre, un peu plus sur la gestion des aménagements spécifiques liés au handicap et sur les difficultés à fidéliser les collaborateurs. Quelques éléments supplémentaires qui ont été faits. Par contre, pour les autres items, maintien de la motivation et la difficulté à recruter, on voit que ça reste quand même aujourd'hui les éléments les plus prégnants dans les réponses des dirigeants d'entreprises adaptées. Sur les relations avec les parties prenantes, les relations avec la DRETS et la GFIP, elles sont en amélioration par rapport à la dernière fois, puisqu'on a 86% des dirigeants interrogés qui déclarent une relation politique avec ses interlocuteurs. Le ressentiment sur le soutien des politiques publiques, 51% des dirigeants expriment que le soutien des politiques publiques est insuffisant et pourrait être amélioré. Qu'il y a aussi un manque de reconnaissance du travail des entreprises adaptées par rapport à la mission qu'elles mènent de mise à l'emploi et de développement de l'emploi des personnes en situation de handicap. On a 46% qui expriment que le soutien est correct, mais qu'il pourrait être amélioré. Donc il y a 10 points de plus sur cet item-là que ce que l'on avait la fois dernière. Donc on sent bien là que, en plus dans le contexte qui est le nôtre, il y aura nécessité à vraiment faire en sorte que le soutien aux entreprises adaptées continue et reste à minima au même niveau que ce que l'on a aujourd'hui. Le regard des entreprises, donc des acteurs économiques sur les entreprises adaptées, la réponse est un tout petit peu plus positive que la dernière fois, mais on a 54% des répondants qui considèrent qu'il n'y a eu aucun changement, que la loi EETH n'a rien amené, qu'il n'y a eu aucun changement, et même 5% constatent que la vision des acteurs économiques s'est même dégradée par rapport à ce qu'il pouvait y avoir auparavant, et que notamment les structures sont de plus en plus en tension sur les activités et sur la tarification qui est demandée aux entreprises adaptées. En résultats globaux, globalement sur les perspectives d'avenir, malgré tout ce que je viens de vous dire, les dirigeants demeurent optimistes à 53%, donc c'est un résultat qui est en hausse par rapport à la dernière fois, mais dans le même temps, la proportion de personnes qui expriment le pessimisme est également plus important. On est passé de 11 à 13%, avec les incertains qui est la proportion qui a diminué. Et les leviers pour améliorer le moral des entreprises adaptées, des dirigeants d'entreprises adaptées, c'est toujours à peu près dans les mêmes proportions que ce que l'on avait auparavant. C'est de trouver davantage d'opportunités commerciales, du soutien financier plus important, moins de lourdeur administrative, qui continue vraiment à être un item important, et une meilleure reconnaissance du rôle des entreprises adaptées et de ce que produisent les entreprises adaptées au niveau de la société. Sur le CEPOM, sur le baromètre, donc en conclusion, sur les 4 items, donc un moral légèrement en amélioration par rapport à ce que l'on avait, une situation économique qui est contrastée,
une légère reprise d'activité, mais une trésorerie et un accès au financement qui sont sous tension et un poids administratif qui est lourd. Les RH qui sont toujours sous pression avec des difficultés de recrutement de manière importante. Les relations institutionnelles qui restent bonnes, et ça, je dirais, c'est bien que les entreprises adaptées puissent avoir avec leurs interlocuteurs DRETS ou DETS au niveau local des relations, des relations positives et régulières et des perspectives un peu plus optimistes sur les dernières questions, qui donnent davantage de confiance dans l'avenir. Donc, globalement, les entreprises adaptées, et ce que l'on partagera à la DGEFP lundi, au DGEFP lundi, c'est que les entreprises adaptées restent mobilisées et résilientes, hein. Leur engagement ne faiblit pas, mais elles ont besoin d'un soutien politique et financier renforcé, notamment dans le contexte qui arrive, pour pouvoir transformer les signaux positifs et garder une dynamique durable. Donc voilà ce que je pouvais vous présenter en comparaison entre les deux études et sur les grosses tendances de réponse à l'enquête que nous avions réalisée au mois de juillet. Est-ce qu'il y a des questions, Benoît, sur cette présentation? Non, non, non. Il est souligné les problèmes de financement de formation, hein, puisque effectivement les budgets des OPCO, en tout cas les aides des OPCO, sont de moins en moins importantes, mais c'est malheureusement pas récent. Mais sinon, pas d'autres remarques. Ok. On va passer juste sur les informations diverses en fin de réunion. Sur les prochains webinaires, donc Véronique vous a fait parvenir une information comme quoi la DGEFP a organisé. Donc c'est pas nous qui organisons, nous on est juste le relais d'information. C'est la DGEFP et l'ASP qui organisent 2 webinaires les 23 et 30 septembre à destination des utilisateurs, hein, de l'outil. C'est avant tout les utilisateurs des outils. Il y a 2 séquences avec des thématiques qui sont différentes. Vous les voyez, la première, c'est les CPOM, les avenants financiers, les accès, les droits et les profils de personnes, les salariés et leurs contrats. Donc ça, c'est dans le webinaire de la semaine prochaine, le 23 septembre. On a un webinaire le 30 septembre qui, là, parlera beaucoup plus des déclarations mensuelles, du suivi financier et des restitutions que vous pouvez avoir dans l'EA2. Donc les séquences sont enregistrées, les supports et le replay seront disponibles sur le EA2 quand vous vous connectez sur EA2, comme ils l'ont fait la dernière fois sur le webinaire qui avait été présenté sur la DSN, où vous retrouvez l'intégralité des éléments quand vous vous connectez sur EA2. Et juste pour vous dire, ce qui nous a été partagé, c'est que par rapport au webinaire sur la DSN, ça a amélioré le taux de retour et de validation des DSN de manière relativement importante, puisque 80% des informations qui remontent aujourd'hui sont correctes et ne sont plus en problème. On était à moins de 60% avant le webinaire de la dernière fois, donc ils étaient contents globalement d'avoir pu partager les informations et de ce fait-là de limiter les écarts de DSN qui remontaient. Est-ce que la DSN est toujours bien prévue début 2026 pour son utilisation systématique? C'est ce qu'ils ont annoncé dans le précédent webinaire. Ils nous ont pas donné d'autres informations depuis. Donc, mais c'est ce qui avait été annoncé pendant le webinaire de la DGEFP cet été. Il y a quelqu'un qui demande à prendre la parole, Nathalie Botz. Activez le micro, Nathalie. Non, c'est bon. Posez votre question par écrit dans le chat ou dans le question-réponse. Ça marche là, non? Ah oui, marche, c'est vous bon. m'entendez? C'est bon, oui. Ok. En fait, moi, je suis en contact avec la DRITS en ce moment parce que notre structure à la FEJ, à l'association, fait qu'on a des personnels transversaux, des
personnels, donc qui font partie de nos unités support administrativement, globalement, qui sont centralisés à la direction générale ou dans d'autres établissements, puisque on opère en fait à la FEJ une mutualisation des ressources et ça pose problème pour la déclaration, le bordereau de la déclaration et notre taux aussi, puisque ces personnels-là, on ne peut pas les déclarer, donc ça vient, on est pénalisé du coup par l'écrêtage. Et donc, je suis en train d'essayer de solutionner ce problème pour pouvoir prendre en compte ces personnels-là. Et en fait, nous, on a des gens qui sont sur des numéros de SIRET qui seront différents de celui du siège et de celui de l'EA. Euh, du coup, on aura la possibilité de continuer la saisie manuelle. Donc, je tenais à apporter cette information parce que Madame de Hédin, qui est à la DRITS du Nord, des Hauts-de-France, m'a dit que en fait, le passage à 100% DSN serait certainement pas, n'est pas envisageable pour l'instant. On garderait la main sur et la possibilité de saisie manuelle. Oui, c'est bien ce qui a été dit dans le webinaire la dernière fois. Il y a des informations qui ne remonteront jamais par la DSN. Vous avez notamment tous les éléments de rémunération des collaborateurs qui ne peuvent pas remonter de la DSN. C'est bien ce qui a été expliqué. Donc, il y aura toujours la main à l'entreprise adaptée pour pouvoir apporter toutes les modifications et tous les éléments de saisie. En fait, c'est une aide à la complétude de la déclaration mensuelle qui est proposée par la remontée d'informations de la DSN, mais l'EA gardera toujours la main pour venir corriger l'intégralité des informations. Donc, elle aura toujours la possibilité de pouvoir le faire. Ok. C'est bien de le préciser. Il y a une demande. Alors, normalement, on prend les questions par écrit, mais on va laisser la parole à Natacha. Oui, pardon, désolée. C'est juste pour regarder. Je fais la rebelle. Ouais. Pas de souci. Désolée, du coup. Donc, je pose ma petite question. Donc, moi, j'ai participé effectivement au webinaire la dernière fois aussi. Et en fait, il s'avère que j'ai noté un point qui m'inquiète un petit peu, c'est que les remontées d'informations de la DSN vers le A2 vont se faire début du mois, pour le mois d'avant. Et en fait, donc ça arrive genre vers le 6-7, quelque chose. Il s'avère que lors du webinaire dernier, il a été dit que du coup, il y aurait un retard dans le versement de l'aide aux entreprises adaptées. Et donc, du coup, voilà, donc au lieu de toucher, par exemple, début du mois, ça retardera vers le 15 du mois d'après. Est-ce que vous avez plus d'informations là-dessus? Bon, en fait, c'est lié à la date de la DSN qui est réalisée par les entreprises. On a des entreprises qui le réalisent le 5, il y en a qui le réalisent le 15. Et c'est lié à ça. Pour pallier et pour ne pas pénaliser les structures qui ont une DSN au 15, ce qui a été prévu normalement, c'est des ajouts de circuits de paiement en fin de mois, dès que les remontées seraient faites. Mais, donc ça, la DGEFP travaille dessus, elle a bien en tête les éléments, et nous, on veillera à ce que derrière, ils ne pénalisent pas les entreprises adaptées qui ont une DSN le 15, donc généralement les plus petites structures. Donc, où l'impact trésorerie peut être encore plus important que dans les très très grosses structures. Donc ça, c'est bien un point sur lequel on a un point de vigilance sur l'application de la DSN, en effet. Ok, merci beaucoup, Sébastien. Juste pour avancer, donc les webinaires, il y a les deux organisés par la DGEFP. Le prochain que l'UNEA organise, le prochain Zoom, pardon, excusez-moi, je bafouille, le 3 octobre, sera sur la thématique du Ségur pour tous un an après. On avait fait un temps de travail et une première présentation avec le cabinet Actance là, qui avait animé cette séquence. On va refaire le même temps de travail avec tout ce qui a été fait entre-temps, tout ce qui a évolué. On n'a jamais réussi à avoir une réponse officielle
du gouvernement pour exclure les entreprises adaptées du champ d'application. Ils n'ont jamais voulu écrire ça, mais entre-temps, il y a eu des éléments qui ont été produits. Donc, ce Zoom-là viendra répondre à tous les éléments pour les entreprises adaptées qui sont encore potentiellement concernées par le Ségur. Donc, le 3 octobre, notez bien, donc c'est le vendredi 3 octobre sur le même horaire, 11h30, 12h30. Dernières informations qu'on voulait vous partager, EA2 justement. Juste Sébastien, si tu permets, 15 jours après, après le Zoom d'octobre, on aura également un deuxième Zoom en octobre qui sera diffusé par notre nouveau partenaire, la société Altagem, sur ces solutions d'aide à la gestion pour les activités d'espace vert. L'information donc qu'on voulait vous partager, c'est que l'ASP a lancé depuis le 17 septembre, donc depuis cette semaine et jusqu'au 3 novembre, la revue des habilitations dans EA2. Donc ça vous permet de pouvoir revérifier les droits que vous avez donnés à chacun de vos interlocuteurs, de les valider, de les changer. Si une personne est partie, ne fait plus partie de la société, ou à changer de fonction dans la structure. Donc, veillez à bien respecter le délai jusqu'au 3 novembre. Donc, vous avez globalement tout le mois d'octobre pour pouvoir faire la démarche et valider vos habilitations dans EA2. C'est important si vous voulez notamment faire des exports et voir l'intégralité de votre suivi financier. J'ai juste rappelé la fiche technique qui est à disposition dans EA2, qui reprend et qui explique comment faire sa revue des habilitations. C'est la fiche numéro 35 qui s'appelle campagne de revue d'habilitation que vous pouvez retrouver en vous connectant sur EA2. Il y avait une dernière petite question sur le positionnement de l'UNEA vis-à-vis des démarches Open Badge. Voilà, Maïtena vient de répondre. Ok. Merci Maïtena. Et donc là, on vous remet juste le calendrier pour les prochaines réunions de l'UNEA en région, donc les journées territoriales des dirigeants d'entreprises adaptées, qui auront lieu donc du 27 octobre au 27 novembre. Donc reprenez pour votre région les dates qui sont affichées, mettez-vous en relation avec vos chargés de mission pour, si vous n'avez pas reçu le lien, pour pouvoir y participer. En tout cas, vous avez tout le calendrier sur le mois de novembre qui vous permet de pouvoir participer aux échanges du réseau sur l'ensemble du territoire. Voilà ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui. Si tu veux conclure, Pamela? Oui, on peut peut-être prendre, on a dépassé un peu le temps, mais on peut peut-être prendre une ou deux dernières questions, s'il y en a. Tu peux arrêter le partage, Sébastien. Oui, parce que là, on voit tout. C'est pas moi qui partage ça, hein. C'est Véronique qui doit être en partage. Véronique. Okay. Benoît, est-ce qu'on a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions. Puisque vous avez vu, donc vous avez reçu le petit sondage de satisfaction. Merci de prendre 3 secondes pour y répondre. Ça, c'est important pour nous. Et donc pas d'autres questions pour ce Zoom. Bon, ben parfait. Ben, je vous remercie. Merci au bureau, merci à l'équipe et Sébastien. J'espère qu'on a pu vous apporter des éléments de réponse et ben, comme d'habitude, toute l'équipe, les DT et chargés de mission sont disponibles pour vous pour la suite. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et un bon week-end le temps venu. Merci beaucoup. Très bonne journée à toutes et à tous. Au revoir, bonne journée. Week-end.